Alors, elle est devant moi. Bonjour, Christiane Taubira. Bonjour, Catherine C'est un Thévenin. grand plaisir de vous recevoir dans ce studio. Elle est ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice française. Elle a démissionné le 27 janvier dernier à cause d'un différend fondamental sur le principe de la déchéance de nationalité. On va sûrement y revenir. Au même temps, au même moment où presque elle publiait l'essai Murmure à la jeunesse, une plaquette, mais qui est un vibrant plaidoyer pour la défense, on pourrait dire, des valeurs de la République. Et on va le dire aussi, qui est une explication très bien menée de son objection à cette déchéance de nationalité. Une femme de conviction qui est devant moi, donc. Et vous êtes ici au Québec pour participer, vous avez participé à une rencontre intitulée Maître chez vous, 2016, organisée par Force Jeunesse. Ça a eu lieu samedi. Pendant que vous étiez à Montréal, Christiane Taubira, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Est-ce que chaque jour, vous avez une habitude d'être en contact avec l'actualité? Oui, bien entendu. D'abord, en qualité de garde des Sceaux, j'avais en responsabilité notamment la population carcérale et bien entendu l'ensemble des juridictions, donc l'institution judiciaire en tant que telle. Et forcément, toute la journée, nous sommes pris d'assaut par la petite délinquance, la moyenne délinquance, la criminalité organisée, les trafics de toutes sortes, les crimes et bien entendu le terrorisme. Et en 3 ans et demi, j'ai pris toute une série de décisions extrêmement importantes pour renforcer le pôle antiterroriste de Paris, par exemple, pour créer un réseau de magistrats antiterroristes, un réseau de magistrats référents sur l'ensemble du territoire, pour renforcer les GIR, ce sont des juridictions régionales spécialisées qui sont spécialisées justement sur la lutte contre la criminalité organisée, et pour les renforcer en les mettant davantage en contact avec le pôle antiterroriste, parce qu'on a constaté à quel point le terrorisme se nourrit et nourrit la criminalité organisée. Donc, c'était mon quotidien de garde des Sceaux. Mais et je bien vous entendu, écoute. je reste Oui, voilà. Je C'est reste très mobilisée bien entendu encore. Oui. Ouais. Parce que très attentive, parce que je crois que c'est un des grands périls contemporains et que nous devons à la fois le saisir sa logique, ses faiblesses, toutes ses vulnérabilités de façon à le combattre. Mais dans votre livre, oui, vous venez de parler de sa logique, ses faiblesses. Heureusement qu'il en a, le terrorisme a des faiblesses. Dans le livre, vous parlez aussi, et le mot peut sembler paradoxal, de son intelligence. Et ça, c'est important de la comprendre aussi. L'intelligence au sens de sa logique, de son organisation, de ses forces aussi, parce qu'il en a malheureusement. Incontestablement. Et il ne faut pas se cacher la face. Je parle d'une intelligence méphistophélique. Voilà. C'est une intelligence diabolique, démentielle, qui n'aime pas la beauté, qui détruit les beaux objets, les beaux monuments. Qui choisit la mort. Qui ne supporte pas la vie, qui ne supporte pas la joie de vivre, qui ne supporte pas la joie, le rire, le plaisir, la musique, les chants. Liberté, donc voilà. Et qui malheureusement est capable de penser, de finement atteindre des esprits, des modes de réflexion, des frustrations, des humiliations, d'atteindre tout cela. Et nous devons être en mesure de saisir cela, de voir comment ça fonctionne, de façon à les devancer, de façon à anticiper. À Tout le monde en parle, je vous écoutais et vous avez employé à plusieurs moments l'expression « il faut gagner la bataille du recrutement ». Et là, je vous écoute, ce que vous semblez dire, c'est qu'il faut comprendre de quoi on profite, de quelle faille chez les individus pour aller les recruter. Oui, c'est vraiment ce qui compte. Il y a Daesh. Dans le livre, j'explique bien. Il y a Daesh, voilà, il y a cette autorité vraiment dévastatrice, destructrice, profondément, qui ne conçoit que ça, qui ne comprend que ça, avec des fantasmes qui nous paraissent complètement idiots, mais qui sont terriblement dangereux, avec la restauration du califat, par exemple. Donc, alors que ça fait un siècle que le califat n'existe plus. Donc, il n'y a même pas une mémoire vive de génération du califat. Donc, ce sont des gens qui arrivent avec des fantasmes. Ces gens-là, il n'y a rien à faire, il faut les détruire tant qu'on peut, et la solution militaire, la réponse militaire est tout à fait pertinente. Il y a ces intermédiaires qui sont ceux qui recrutent, ceux qui facilitent les voyages, ceux qui arrivent à convaincre. Ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et ils sont plus à portée d'atteinte, mais de quelle manière? D'abord, ils sont plus structurés que Daesh même. Et ensuite, effectivement, ils sont plus près de vous, de nous. Voilà, sont eux qui arrivent à convaincre cette armée innombrable qu'ils arrivent à mobiliser dans l'ensemble du monde. Et pour moi, il est important que nous arrivions à assécher cette armée innombrable. C'est ça que j'appelle gagner la bataille du recrutement. Et pour moi, c'est une obsession, gagner cette bataille du recrutement. Vous dites assécher, on dirait que vous parlez de financement. Mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et l'argent intervient, mais à une échelle, à ce niveau-là.
à une échelle qui est dérisoire. C'est-à-dire que lorsqu'on leur promet $50, l'échelle des salaires va de 50 à $700. C'est dérisoire. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Ça se joue au niveau psycho-affectif. Comment on arrive à convaincre des jeunes qui ont 20 ans, qui ont grandi, qui sont nés dans un pays, qui ont grandi dans un pays, parce qu'ils viennent de France, ils viennent de Belgique, ils viennent d'Allemagne, ils viennent de Tunisie, du Maroc, ils viennent de Chine, ils viennent de partout. Donc ils sont nés dans un pays. Du Québec, du Canada aussi. Oui, bien sûr, du Québec, du Canada, de Montréal. Ils sont nés quelque part, ils ont grandi, ils ont aimé, ils ont été aimés, et malgré ça, ils se retournent contre leurs compatriotes. Donc, il nous faut comprendre ce qui se fait là, ce qui se joue là, de façon à casser ce ressort-là. Oui. Et il y a toute une série de réponses à apporter. Alors, évidemment, ceux qui sont impliqués dans des crimes doivent être sanctionnés par la justice. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est même le plus facile, ça. C'est le plus facile. Prononcer une condamnation, les incarcérer. C'est le plus facile. Et puis, il faut le plus en amont possible, et c'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2014, depuis début 2014 en France, avec ce Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation violente que nous avons mis en place en avril 2014, les repérer le plus en amont possible. Et la politique que j'ai mise en place de détection de la radicalisation violente dans les prisons nous permet effectivement, et j'ai travaillé beaucoup avec des universitaires, des organismes de recherche, des praticiens, des spécialistes, des experts. Donc j'ai fait un appel d'offres en 2014, c'est en œuvre en France. C'est détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les repérer le plus tôt possible. Oui. Christiane Taubira, vous n'êtes plus là. Ce combat dont vous parlez, il faut qu'il continue. Or, Dounia Bouzard, qui est une anthropologue du fait religieux, qui est justement mêlée à cette lutte contre la radicalisation, elle a eu un peu le même réflexe que vous. Elle a menacé, je ne sais pas où ça en est, mais je me rappelle à l'instant qu'elle a dit, écoutez, si cette loi passe, j'ai envie de tout lâcher. Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que des gens ont pris le relais? Est-ce que la bataille continue en ce moment en France? Alors, évidemment, l'idéal, c'est que la bataille soit la plus pertinente, la plus judicieuse, la plus efficace possible à l'échelle du gouvernement. C'est l'idéal parce que c'est la puissance publique, c'est une puissance publique qui a des compétences régaliennes et qui donc peut décider d'agir. Il est certain, et c'est le motif de ma démission, c'est que les décisions qui sont prises ne sont pas les meilleures. Et ne sont pas elles qui vont nous garantir de nous en défaire, ne sont pas elles qui vont nous garantir que nous protégeons nos concitoyens d'une part, et que surtout nous protégeons la génération à venir. Parce que si nous n'arrêtons pas, si nous n'asséchons pas, si nous ne pouvons pas éradiquer cette haine meurtrière, ça va se poursuivre et ça va frapper la génération qui nous suit. Mais c'est une idée qui est absolument insupportable. Donc, il est important. Mais ceci étant, l'idéal, c'est que ce soit au niveau du gouvernement. Si c'est pas au niveau du gouvernement, ça se fait ailleurs. Il faut qu'on arrive à faire entendre de plus en plus les analyses, la compréhension, les outils que nous donnent les chercheurs. Mais pas nous contenter, évidemment, de cette compréhension théorique. Parce que l'intérêt, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des chercheurs. Je les ai reçus régulièrement, je les ai interrogés, j'ai lu leurs ouvrages, j'ai même organisé des visioconférences avec des chercheurs de l'étranger. Je me suis déplacée en Allemagne. J'ai reçu d'ailleurs des autorités québécoises en France. Je me suis déplacée ici aussi. Donc c'est un travail que nous avons approfondi. Et puis, l'avantage, d'une certaine façon, c'est qu'en tant que garde des Sceaux, j'étais dans l'action. C'est-à-dire que la compréhension que j'ai de ce phénomène, c'est toute l'attention que je lui ai apportée. Donc, je pouvais disposer de statistiques. J'ai fait établir des indicateurs nouveaux. J'ai fait analyser ces éléments de façon à ce que nous ayons la compréhension la plus exacte possible. Donc, il faut à la fois articuler ces connaissances d'experts, et certains ont 20 ans de recul, et ce contact direct avec la réalité, cette pratique immédiate, lorsque nous prenons une décision, quels sont les effets de ces décisions, comment on les évalue. Par exemple, nous avons lancé des expérimentations dans les prisons. Je les ai fait évaluer très rigoureusement et nous en avons tiré des enseignements pour les corriger. Mais en ce moment, est-ce que ça veut dire que vous avez l'impression que vous pouviez, pour continuer ce combat, être plus efficace à l'extérieur du gouvernement? En tout cas, je ne pouvais pas continuer à appartenir à un gouvernement sur lequel j'ai un désaccord de fond sur des principes fondamentaux qui concernent la République. Alors, justement, venons-en à cette question de la déchéance de nationalité. Pour résumer très dans les grandes lignes, là, il s'agit de permettre que quelqu'un qui est condamné pour des actes terroristes ou liés au terrorisme puisse être déchu de sa nationalité française s'il a une double nationalité, parce que sinon on peut pas créer ce qu'on appelle un apatride. Christiane Taubira, vous le savez, il y a une grande partie de la population française qui était d'accord
avec cette politique, avec cette mesure. D'un autre côté, je regarde ce qui s'est passé en Allemagne en fin de semaine. Je regarde cette montée de l'extrême droite en Allemagne. 3 régions d'un seul coup, un parti qui s'appelle Alternative pour l'Allemagne. Est-ce que d'une certaine manière, en allant de l'avant avec une loi comme la déchéance de nationalité, est-ce qu'il n'y a pas un genre de garde-fou? Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de la part du gouvernement de François Hollande de se protéger ou de montrer une fermeté qui tienne un peu à l'écart l'extrême droite? D'abord, c'est un gouvernement qui ne manquait pas de fermeté. Donc, il n'était pas nécessaire de toucher Mais à les symboles quelque sont chose forts. Oui, et les symboles sont fondamentaux pour vivre ensemble. Ils sont fondamentaux pour vivre ensemble. On ne peut pas se permettre d'ébrécher un symbole sans s'interroger sur les conséquences de cette altération du symbole. Les symboles sont importants. Oui, peut-être pour dénoncer, mais d'abord, essentiellement, pour s'allier, pour s'unir, pour se consolider ensemble. C'est à ça que servent les symboles. Et ce symbole, il n'a qu'une vertu symbolique, effectivement, parce que cette mesure, tout le monde le reconnaît, le gouvernement, le premier, n'a pas d'efficacité. N'a pas d'efficacité, puisqu'on est face à des kamikazes, des gens qui se détruisent après avoir détruit. Alors, la binationalité... Donc, il n'y a pas d'efficacité. Ils s'en balancent un peu, Et autrement dit. mais Ils bien sont entendu, au-delà de la question de la nationalité, les bien terroristes. entendu. Mais par contre, on touche au droit de la nationalité, on touche au droit du sol, on touche à ceux qui permettent de faire communauté nationale. Et on a dit aussi qu'on touche à leur famille et que là, il y a un danger aussi. Et on met surtout des différences subtiles, mais périlleuses, entre Français et Français de naissance en plus. Même pas Français d'acquisition, Français de naissance. Donc c'est extrêmement dangereux et symboliquement, c'est extrêmement délicat. Incontestablement. Donc, ça c'est quand même un sujet majeur. C'est un sujet majeur. On peut faire des concessions à la droite. Mais vous savez, en reprenant des propositions d'extrême droite qui contredisent l'éthique de la politique, du sens du bien commun, du sens de la morale publique, lorsque vous reprenez ces propositions-là, vous les validez. Ouais. Vous devenez des auxiliaires de l'extrême droite, objectivement. J'imagine que l'idée ou la stratégie, c'est de reprendre les moins dommageables pour se prémunir des pires. Moi, je ne crois pas à ces stratégies-là. Je n'y crois absolument pas, parce que sinon la politique n'a plus de sens. D'accord. La politique devient un commerce, elle devient une tambouille, elle devient une affaire d'arrangement, elle devient un micmac. Ce n'est plus de la politique. La politique doit être noble. Elle doit permettre aux citoyens de comprendre que nous vivons ensemble, que nous agissons ensemble, et qu'il y a des principes qui sont essentiels, qu'il y a des valeurs qui sont au-dessus de nous. C'est cela la politique. Et dans ce sens-là, alors on peut presque s'étonner que dans votre livre, vous montrez extrêmement loyal envers François Hollande. Vous parlez justement de la fermeté dont il a fait preuve. Vous dites que c'était la personne idéale le 13 novembre, qu'il a fait exactement ce qu'il fallait et tout. Mais je comprends pas, parce que tout ce que vous venez de décrire et que vous déplorez, c'est quand même lui qui l'a mis de l'avant, qui l'a porté. J'ai une grande loyauté vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de la fonction suprême, parce que je pense qu'il est important que dans une démocratie, les institutions soient solides et que ceux qui incarnent ces institutions, et en particulier la magistrature suprême, soient solides. Donc ça, c'est très important. J'ai une vraie loyauté envers la fonction. J'ai une loyauté vis-à-vis de la personne aussi, de François Hollande, et je suis totalement sincère lorsque je pense que c'était la personne de la situation. La façon dont il a réagi, son attitude, ses mots, sa conviction de la nécessité de protéger les Français, c'était la bonne personne. Et j'ai eu des frissons par moments en me disant, si ce qui nous arrive là nous était arrivé sous un autre quinquennat, c'eût été terrible. Maintenant, j'étais effectivement en conflit de loyauté. Parce que ma loyauté vis-à-vis de ma conscience est supérieure à tout le reste. Elle est supérieure à ma loyauté vis-à-vis des institutions, elle est supérieure à ma loyauté vis-à-vis du président de la République. Et je me trouvais donc en conflit de loyauté, parce que ce désaccord, j'ai déjà eu des désaccords avec le président de la République avant même qu'il soit président de la République, puisque je siégeais dans le même groupe parlementaire que lui. Donc nous avons déjà eu des désaccords politiques. Mais celui-là, il est fondé sur l'éthique, il est fondé sur des valeurs, il est fondé sur ce qui fait la substance de la République. C'est donc un désaccord majeur. Ouais. Et ce désaccord, donc j'étais en situation, soit je reste loyal au président de la République et je torture ma conscience, soit je continue à servir ma conscience
Et ça, c'est ma contrainte supérieure. Et voilà, je me retire parce que je ne peux pas continuer à être loyale au président. Oui, mais en pensant à ce que vous avez apporté pendant votre présence dans la vie politique française, Christiane Taubira, on peut quand même... Je vais rappeler là, pour nos auditeurs d'ici que c'est vous qui êtes allé de l'avant avec le mariage pour tous. Il y a eu la loi Taubira auparavant sur vraiment la condamnation absolue de toute forme de traite humaine, d'esclavagisme. Et c'est des moments importants, ça va rester... Est-ce qu'il n'y a pas cette conscience du fait que c'est quand même sur le terrain politique qu'on peut placer justement des jalons qui vont rester? Est-ce que pour vous, donc, c'est pas une évidence que vous retournerez un jour à cette action politique, à cette sphère politique? L'avenir nous dira, il ne faut pas insulter le futur, bien entendu, mais je suis consciente effectivement qu'il est important d'avoir les moyens d'agir. C'est pour ça que, pour moi, le principe de solidarité à l'intérieur d'une équipe gouvernementale est un principe essentiel, parce que c'est ensemble qu'on peut agir, même lorsque nous avons des désaccords internes. Moi, j'ai eu plusieurs désaccords pendant 3 ans et demi, plusieurs désaccords internes. J'ai toujours pu m'exprimer librement, j'ai toujours pu défendre mon point de vue, et j'ai très très souvent réussi à faire valoir mon point de vue. Donc, je suis persuadée effectivement qu'il est important d'avoir les moyens d'agir. Et je suis extrêmement fière de l'action que j'ai conduite à la tête de ce ministère. Je n'ai pas conduite seule. J'ai eu 3 cabinets en 3 ans et demi, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup travaillé et que c'était extrêmement éprouvant. Mais et vous avez avoué vous-même que c'est pas facile de travailler avec vous par moment. Vous êtes exigeante. Je suis exigeante. Voilà, je dors peu. J'ai une grosse capacité de travail. Je n'ai aucun mérite, je peux le dire, parce que voilà, c'est les gènes. Potentiel. Voilà, donc voilà, je travaille vite, je travaille beaucoup. Je suis exigeante parce que j'estime que nous agissons sur la vie des gens. Chaque décision que nous prenons, chaque action que nous conduisons doit améliorer la vie des gens. Donc oui, je suis extrêmement exigeante. Voilà, je presse tout le temps, je demande, je fais refaire. Donc j'admets que c'est difficile, mais j'aime beaucoup les gens. Je les respecte, ils le savent. Je ne suis jamais discourtoise, je ne suis jamais irrespectueuse, je suis jamais injurieuse. Donc je respecte les gens et j'aime les gens avec qui je travaille. Donc nous avons de très beaux moments. Et le jour de mon départ, alors que mon cabinet apprenait comme ça brutalement que c'était terminé dans la journée, le jour de mon départ, j'ai eu des manifestations d'affection, d'amitié, d'estime, de respect. Et les membres de mon cabinet ont été fabuleux, de l'administration aussi, ils ont été fabuleux. C'est-à-dire qu'ils ont dit, tel qu'on vous connaît, on n'est pas surpris. Et même, on salue cette décision, même si on est très, très malheureux de ce que nous étions en train de faire aboutir, en fait. Alors, on ne peut qu'imaginer et espérer qu'il y aura un retour dans cette sphère publique et politique. Je vous remercie beaucoup de votre visite ce matin, Christiane Taubira. Vous avez 2 enfants qui vivent à Montréal. On a des chances de vous y revoir. 2 enfants qui étudient ici, je pense. Oui, absolument. Non, ils ont déjà une activité professionnelle aussi. Oui. Et puis, bien entendu, j'aurai un petit peu plus de temps pour venir les voir parce que je les ai beaucoup négligés. Alors, merci de m'avoir reçu. On continuera peut-être la conversation. Merci de votre visite. Merci, Madame Perrin.